Bonjour à tous, Dimitri, cryptoparadise.consulting. Je vous retrouve en ce samedi 27 mars avec une vidéo un petit peu générale. Je voulais aborder des sujets assez généraux qui concernent notre économie. Évidemment, on va parler un peu Bitcoin, mais on va essayer de prendre un petit peu de hauteur et de réfléchir à certains points qui ont alerté mon attention ces derniers temps. Alors d'abord, en introduction, je vais rappeler quelques faits assez simples. Et je rappellerai quand même que nous sommes dans un monde où on est censé avoir de la création de richesse, et c'est la seule chose qui permet aujourd'hui de vivre dans un monde tel qu'on le connaît, c'est-à-dire avec des services et des industries et des choses qui nous entourent, qui nous permettent d'acheter des produits, bref, de pourvoir à nos besoins et d'augmenter notre niveau de vie. Or, qu'est-ce que c'est que ce phénomène de création de richesse? Donc je voudrais m'arrêter un petit moment là-dessus pour alors rappeler quelque chose de très très simple. Les seuls créateurs de richesse dans ce monde sont les entrepreneurs. Alors, je ne sais pas si certains sont bien conscients de ce fait, mais en gros, les êtres humains, on peut les séparer en trois catégories, d'un point de vue économique, j'entends. Il y a les entrepreneurs, c'est-à-dire ceux qui sont à l'origine d'une entreprise, quelle qu'elle soit. Et je rappelle qu'une entreprise, c'est toujours la mise en commun lorsqu'il y a plusieurs associés, mais même lorsqu'il y a un seul associé, c'est une mise au sein d'une entreprise d'un capital afin de pouvoir développer une activité qui va toujours avoir pour objectif, peut-être pas final, même si l'objet social peut varier, mais l'objectif final, en tout cas, va toujours être d'être en mesure de revendre quelque chose à ses clients, que ce soit un service, un produit, quoi que ce soit, de le revendre plus cher, évidemment, que ce qu'il vous coûte, que ce qu'il coûte à l'entreprise. Et cette différence, c'est une marge, et cette marge, c'est la création de richesse. Alors, ça, c'est la première catégorie d'individus. Et il y a deux autres catégories d'individus économiques. En dehors des entrepreneurs, il y a les salariés, c'est-à-dire leurs salariés, les salariés des entrepreneurs, qui bien sûr sont là pour aider l'entrepreneur à générer cette marge et à permettre de créer de la richesse. Puis vous avez une troisième catégorie d'individus, c'est tout le reste, c'est-à-dire tous ceux qui vivent de près ou de loin au crochet, alors même si ça a un petit côté péjoratif, mais au crochet des entrepreneurs et d'une certaine façon de leurs salariés. Parce que le salarié de l'entrepreneur vit bien sûr au crochet de l'entrepreneur, mais lui, il participe directement à la création de richesse, et en cela, évidemment, il capte une partie de cette richesse via son salaire. Alors même si le modèle est en train de partir en éclats, bien sûr, du salariat, c'est un modèle qui existe encore. Et puis, d'une certaine façon, on peut dire qu'aujourd'hui, des auto-entrepreneurs qui travaillent pour des plus grandes entreprises et qui fournissent leurs services sont dans cette position-là, c'est-à-dire qu'ils captent aussi une partie de la richesse. Mais eux, finalement, ils sont un petit peu comme les entrepreneurs, même d'ailleurs tout à fait, puisque eux-mêmes doivent aussi absolument s'appliquer cette logique. Si ils n'arrivent pas à créer une marge, à un moment donné, l'entreprise disparaît. Alors, quand on a compris ça, déjà, on a compris donc qu'il y a donc trois catégories d'individus, et évidemment, il y en a une qui dépend directement, en fait, les deux autres catégories, que ce soit les salariés ou le reste, dépendent directement des entrepreneurs et de leur habilité à créer des richesses. Alors, quand on a fait ce constat, on va passer à un point suivant qui consiste maintenant à analyser ce qui se passe dans le monde qui nous entoure, et notamment avec des entreprises comme Tesla, comme... bon, il y en a d'autres, mais Tesla me vient en premier à l'esprit, bien sûr, comme une entreprise qui finalement ne gagne toujours pas d'argent, c'est-à-dire n'est pas en mesure de créer de la marge, et malgré ça, a une valorisation de plus en plus élevée. Et puis, Tesla est un exemple, encore une fois, il y en a énormément d'autres. Et vous savez, une compagnie comme Uber, par exemple, ne gagne toujours pas d'argent, ils ne font qu'investir, toujours plus, et donc ne vivent que grâce à un apport perpétuel d'argent par leurs actionnaires. C'est-à-dire, on puise dans le capital. On espère un jour créer cette marge, qui est nécessaire pour l'entreprise de devenir viable, mais ça fait longtemps qu'elle n'est pas créée. Et puis on a tout un tas d'exemples d'entreprises qui, elles, n'ont jamais réussi à créer de la marge. Et on se souvient de la bulle Internet dans les années 2000,
où tout un tas d'entreprises étaient valorisées des sommes folles pour disparaître à jamais lorsque la réalité est venue les rattraper. Bon, aujourd'hui on est en 2021, les choses ont pas mal évolué par rapport aux années 2000, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que avec les changements notables qui sont en train de se produire au niveau monétaire, eh bien, une compagnie comme celle de Michael Saylor, MicroStrategy, donc qui est à l'origine du mouvement des entreprises qui commencent à investir toute leur trésorerie dans le Bitcoin, eh bien, on voit que ce mouvement-là commence à vraiment changer la donne, et on commence à se rendre compte que ce modèle qui était celui de l'entrepreneuriat et qui, normalement, n'a pas cessé, si vous voulez, on n'a pas changé de système, on est toujours normalement dans un système capitaliste qui consiste, le capitalisme c'est rien d'autre que ce système que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que toute la richesse générée, c'est là-dessus que vous allez faire vivre toute la société. Les professeurs vivent grâce à de l'argent qui a été taxé à un moment ou à un autre à des entrepreneurs. Tout service de l'État ne peut subvenir et ne peut vivre que grâce à ça. L'argent qu'une mairie collecte, au final, ce n'est que de l'argent qui a été pris à un moment donné à un entrepreneur. Si maintenant on a un modèle, et c'est là où je veux en venir, c'est que si on a un modèle où l'entreprise n'est plus là pour être en mesure de montrer qu'elle génère une marge sur des produits qu'elle revend, quel est ce nouveau modèle? Alors, un petit exemple donc, sur ce qui s'est passé, j'étais en train de parler de Michael Saylor et de MicroStrategy. Est-ce qu'on se rend compte de la folie de ce qui est en train de se passer? Tout simplement en regardant quelques chiffres. Voilà MicroStrategy, une entreprise qui existe depuis une bonne vingtaine d'années. Et MicroStrategy avait acquis au fil, donc en une vingtaine d'années à peu près, une trésorerie, donc en 20 ans d'activité, une trésorerie de l'ordre de 1,5 milliard de dollars. En décidant de mettre ces 1,5 milliard de dollars à 100% dans le Bitcoin avant Noël, Michael Saylor a pris une décision que je qualifierais d'extrêmement couillue, mais en tout cas a quand même expliqué dans pas mal de vidéos comment il s'y est pris, notamment pour l'expliquer à son board et aux actionnaires, et qu'au final, tout le monde l'a suivi là-dessus, quasiment, puisque je crois qu'il y a 98% des actionnaires qui ont dit pas de problème, et il n'y en a que 2% qui ont souhaité revendre leurs actions avant qu'ils achètent donc tous ces bitcoins. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet est le suivant, c'est qu'on se rend compte que les 20 ans qu'il a fallu à Michael Saylor pour accumuler au sein de son entreprise, donc à MicroStrategy pour accumuler 1,5 milliard de dollars, ce qui est quand même une très belle performance, c'est-à-dire que c'est une bonne entreprise. Eh bien, en investissant dans le Bitcoin et en ayant acheté et mis 1,5 milliard de dollars dans le Bitcoin avant Noël, et en ayant un prix d'achat moyen en dessous de 20 000 dollars, eh bien, Michael Saylor a d'ores et déjà plus que doublé toute la trésorerie. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, en 2 mois et demi, 3 mois, il a gagné autant d'argent pour ses actionnaires qu'il en a gagné en 20 ans. Alors, ça laisse quand même un petit peu pantois. Je ne vais pas spécialement m'épancher sur ce phénomène, mais le fait qu'on en est là montre que les manipulations monétaires sont en train de bouleverser absolument tout, et notamment ce qu'est censé être une entreprise. C'est-à-dire que 20 années d'activité où quand même des gens travaillent, où on va chercher de la marge, on tente par tous les moyens de créer de la richesse, et tout le monde sait, toute personne qui a été entrepreneur dans sa vie, ce que j'ai fait depuis 25 ans, on sait que ce n'est pas si simple d'aller créer de la richesse. Quel que soit le niveau de votre entreprise, que vous ayez un petit commerce, que vous ayez une PME ou que vous ayez une très grande entreprise, la problématique reste la même. À partir du moment où vous êtes dans ce schéma-là, dès qu'on bascule dans quelque chose d'autre, où là, il s'agit simplement de générer de la plus-value avec des investissements grâce au fait que la monnaie est ultra manipulée, on passe dans autre chose, et j'ai du mal aujourd'hui à vous dire dans quoi on passe, mais on passe clairement à autre chose. Alors, je vais enchaîner maintenant pour vous dire que selon Bank of America, le long cycle, vous savez, nous sortons d'un cycle, nous sommes toujours dans un cycle d'ailleurs qui dure depuis plus de 40 ans, où les bons du trésor, si vous voulez, les bonds américains, mais par ricochet tous les bons du trésor de tous les pays quasiment
les pays, on va dire, majeurs, sont dans une bulle qui est, pour le coup, la vraie bulle à laquelle nous assistons depuis maintenant, encore une fois, plus de 40 ans. C'est la bulle des bons du Trésor, dans lequel vient s'engouffrer de plus en plus d'argent, et vous le savez bien, de l'argent qui maintenant ne vient même plus du marché, mais vient des banques centrales directement qui en impriment pour toujours faire perdurer cette fuite en avant et permettre, bien sûr, plus les bons du Trésor et plus les bonds ont un prix élevé, plus les taux d'intérêt sont faibles. Donc vous le savez, il y a une corrélation directe là-dessus. Alors c'est vrai que depuis quelques semaines, les taux d'intérêt longs aux États-Unis se sont inversés et sont en train de monter. Hein. On a une hausse et sur la courbe, c'est assez spectaculaire. Alors, est-ce que c'est un mouvement qui est durable? C'est-à-dire, est-ce qu'on est en train d'assister à la fin de ce cycle séculaire de hausse des bons? Peut-être. Alors, selon Bank of America, oui, on est en train d'y assister. Selon moi, on verra bien, parce que j'ai pas encore de... C'est-à-dire, j'imagine mal, si vous voulez, des taux d'intérêt qu'on laisserait monter sans absolument tout faire pour les maintenir sous un certain niveau. Pourquoi? Parce que vous le savez très bien, aujourd'hui, laisser des taux d'intérêt monter, c'est la faillite instantanée de quasiment tous les pays qui sont surendettés, c'est-à-dire tous les pays majeurs. Donc ça, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir des taux d'intérêt longs qui se mettent à partir vraiment très très haut, de façon très élevée, et qu'il y ait une énorme différence. Alors bien sûr, les banques centrales, elles peuvent jouer sur les taux courts, et donc en les baissant, cette énorme différence qu'il pourrait y avoir pourrait être le signe, si elle perdure, pourrait être le signe d'un énorme problème, et qui serait effectivement, alors là pour le coup, un véritable effondrement des monnaies ou quelque chose de la sorte. Bon, pour l'instant, là aussi, difficile de se prononcer. Mais alors, ça nous amène à un autre constat, un dernier constat. C'est quand même de se rendre compte qu'aujourd'hui, grâce à ces taux d'intérêt qui sont maintenus très bas par les banques centrales, donc là on parle des taux courts, grâce au fait que cela donne des capacités quasi infinies aux États d'emprunter, et donc la possibilité pour ces États de distribuer de plus en plus d'argent, ce qu'elles avaient fait en 2008, mais en distribuant uniquement aux big players, hein, donc aux entreprises qui étaient too big to fail. Aujourd'hui, elles le font en distribuant de l'argent à tout va, et notamment à tous les individus qui sont dans leur pays. Alors on a l'exemple aux États-Unis, avec des chèques de 1 400 $ et le nouveau plan de relance qui vient d'être agréé, donc ça va être encore des chèques qui vont arriver dans la poche directement des Américains. Tout ça est évidemment très très problématique, dans le sens où ça peut amplifier ces phénomènes inflationnistes et pour le coup une véritable inflation dans le panier de la ménagère, parce que alors, évidemment certains vont quand même acheter des produits de consommation avec tout cet argent qu'on leur donne. En France, vous le savez, c'est une espèce de sprinkler à pognon non-stop, c'est-à-dire que, comme l'avait dit le président Macron, quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire que en fait c'est de la distribution à gogo. Donc voilà une nouvelle situation où vous avez des Occidentaux qui sont gavés d'argent imprimé de planches à billets et qui leur permettent maintenant d'acheter des produits fabriqués souvent par des gens qui sont en Asie et qui, eux, travaillent beaucoup plus dur pour des revenus bien moindres, contre un travail qui est souvent pénible, pour fabriquer des produits pour que ces mêmes Occidentaux, eux, puissent les acheter avec de l'argent qu'ils impriment. Et puis ces gens en Asie, hein, en Chine par exemple, on pense qu'ils vont continuer à accepter ce petit jeu qui consiste à être payé avec de la monnaie de singe, imprimée à tout va, pour que des Occidentaux puissent continuer à entre guillemets, se la couler douce aux frais de la princesse. C'est assez surprenant quand même. Et ça nous amène quand même à des réflexions qui, si vous y réfléchissez, pourraient expliquer ce à quoi on assiste. C'est-à-dire qu'en fait, même ces gentils Américains et même ces gentils Européens se rendent bien compte de la folie finalement de toute cette histoire et utilisent tout cet argent pour ne faire qu'une chose, c'est acheter des bitcoins et investir en bourse pour certains, et c'est-à-dire essayer par tous les moyens d'échapper à cette faillite monétaire dont ils sont eux-mêmes pas forcément la cause,
mais ils sont un élément très très important du circuit. Je regardais récemment une interview de quelqu'un qui disait non, moi je suis favorable à cette impression monétaire car elle permet aux gens d'acheter des bitcoins. Alors c'était amusant parce que c'était un bitcoiner, mais ça vous montre où est-ce qu'on en est arrivé. Donc voilà, je voulais simplement vous livrer ces réflexions qui sont plutôt macroéconomiques, mais qui à mon avis sont très très importantes et qui expliquent pourquoi à mon sens nous sommes en fait toujours face à cette même problématique qui fait que oui, face à tout ça, il n'y a que quelques possibilités qui restent pour rester liquide et néanmoins sortir du système monétaire actuel. Évidemment, il y a l'or, il y a l'argent, il y a le bitcoin. Et de tout ça, vous le savez, la préférence aujourd'hui qui semble être celle d'une grande majorité, c'est le bitcoin. Et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Voilà, si vous aimez ces vidéos, surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube et cliquez sur la cloche qui est à côté du bouton abonner afin d'être notifié à chaque sortie de nouvelles vidéos. Et je vous dis à très bientôt.